Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce jeudi 10 décembre en République centrafricaine. Mardi, l'annonce du rejet de la candidature de l'ancien président François Bozizé a provoqué quelques scènes de troubles à Bangui, où des tirs sporadiques ont été suivis brièvement de l'installation de barricades. Et bien, dès le lendemain, une caravane de la paix a été organisée afin de calmer les esprits, et ce, à l'initiative de l'archevêque de Bangui. Monseigneur Dieudonné Nzapalainga s'est rendu hier dans le quartier majoritairement musulman du PK5, bordé de points de contrôle anti-Balaka, afin de prêcher, à l'image du pape François fin novembre, la paix dans les cœurs de tous les Centrafricains, et ce, quelle que soit leur religion. Alors après son arrivée en voiture devant les barricades, M. Nzapalainga a relayé la route la plus sensible de Bangui, l'avenue Koudoukou, au quartier PK5. Il a ensuite demandé aux jeunes armés de Kalachnikov qui gardaient la route de ne pas prendre la peine de lever le barrage, qui continuerait à pied. L'archevêque de Bangui affirme que pour continuer à briser la méfiance, il n'hésitera pas à retourner marcher à travers les quartiers autant de fois que nécessaire. En tout cas, la mission de Monseigneur Nzapalainga a eu un succès. À Bangui, chrétiens comme musulmans semblaient hier exprimer le même désir de paix, en tout cas devant les caméras. Écoutez. Je leur dis, j'ai l'opportunité d'aller dans l'autre quartier aussi, de les voir. Même chose, je lance le même message d'apaisement pour que peu à peu nos cœurs se calment et qu'on s'accueille et qu'on reconstruise. Quand on regarde le paysage qui est là, c'est le chaos, la destruction, il n'y a même pas de maisons. Beaucoup de maisons sont détruites et tout, il faut reconstruire. Depuis un certain temps, les musulmans ne s'agitent plus, ils ne tirent plus. On n'entend pas les machins là, les coups de feu. Ça veut dire qu'il y a quand même une amélioration pour aller vers la paix. Inch'Allah, c'est fini. Moi, je reste ici au capital pour aider les gens qui peuvent venir nous aider pour qu'on s'en sortir sur cette trou, sur cette trou barbare. Et j'ai interdit la décapitation, la tuerie, la haine. En Afrique de l'Est, on en sait un peu plus désormais sur ce soldat américain qui a combattu aux côtés des islamistes Shebab en Somalie, affilié, vous le savez, à Al-Qaïda. Hier, le ministre de la Défense de la Somalie a confirmé que cet individu s'est rendu aux autorités. Malik Abdiwahab, c'est son nom, s'est en effet livré lundi matin à l'AMISOM, les forces somaliennes de l'Union africaine, annonçant qu'il a fait défection après que les Shebab ont essayé de le tuer en raison de divergences idéologiques. Selon un préfet somalien, ce jeune Américain aurait fui car sa vie était maintenant menacée. Début novembre déjà, un autre Américain, également enrôlé chez les Shebab, Mohamed Abdullahi Hassan, s'était aussi rendu aux autorités somaliennes. Les détails sur ce dernier Américain avec le ministre de la Défense de la Somalie. Un Américain qui a déserté les Shebab s'est rendu à l'armée nationale de la Somalie le 6 décembre 2015 et il nous a dit que son nom était Malik Abdiwahab Jones et qu'il venait du Maryland, aux États-Unis. Il a passé plus de 4 ans parmi les Shebab. Il est passé par une route via le Maroc, les Émirats arabes unis, puis le Kenya, d'où il a infiltré les Shebab. Je voudrais ajouter que c'est à cause de divergences idéologiques avec les Shebab qui ne travaillent pas pour les intérêts de la Somalie et qui essaient de se regrouper avec d'autres organisations. Dans le Kenya voisin, vous le savez, la lutte contre la corruption est devenue un véritable cheval de bataille, surtout suite à une récente vague de scandales, parfois aussi dans les plus hautes sphères de l'État. C'est donc avec ferveur que le pays a célébré hier la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Des militants se sont réunis à Nairobi pour notamment appeler le président Uhuru Kenyatta à faire encore plus contre ce fléau de la corruption qui touche aussi le sacro-saint domaine de l'athlétisme kényan. Écoutez. En venant ici, nous montrons notre colère et nous prouvons au monde que nous allons de l'avant, que nous allons être en première ligne contre la corruption. Le plus grand problème, c'est qu'au cours des 5 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Depuis 10 ans, en fait,
vous verrez que nous avons stagné. Ça peut être attribué au manque de lutte contre la corruption. Nous savons que la corruption ne peut être combattue que s'il y a des sanctions contre la violation des lois. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, le président n'a pas le choix. Et n'oublions pas que ce que fait le président, pour l'instant, c'est sous la pression publique. Et qu'il faut maintenir cette pression publique pour s'assurer qu'il maintient le cap. En Afrique de l'Ouest, le prince Ali de Jordanie fait campagne dans le cadre de sa candidature à la présidence de la Fédération internationale de football. Hier, à Dakar, ce candidat, parmi 5, a appelé à réformer la FIFA avant, je le cite, de la sauver. Il a également promis à l'Afrique qu'elle jouerait un rôle dirigeant dans cette institution sportive internationale. Alors pour mettre toutes ses chances de son côté pour l'élection qui aura lieu le 26 février prochain, le prince jordanien a notamment organisé une tournée promotionnelle en Afrique où il continuera d'appeler à davantage de transparence. Une référence à la suspension de Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, dont il était en premier lieu le seul adversaire. Je propose d'écouter ces déclarations du candidat jordanien à la présidence de la FIFA. Venant moi-même d'une association nationale, je pense que l'Afrique n'est pas le futur, mais le présent du football. Il faut donner à tout le monde la capacité de se concentrer sur le développement et le développement du sport. Il faut changer la FIFA en une organisation au service des gens. Et je pense que je suis la personne qui peut le faire. S'assurer que nous ayons les meilleures capacités en termes d'infrastructure, en termes d'entraînement, pour que nos joueurs puissent atteindre le but ultime. Je pense que l'Afrique est un continent tellement incroyable en termes de potentiel, mais nous devons travailler directement avec ce continent pour lui donner la possibilité d'accéder au niveau que nous souhaitons qu'il atteigne. Et encore une fois, c'est aux associations nationales qu'appartient la FIFA, et non l'inverse. Je pense que le fait que j'appartienne à une génération plus jeune me donne la vision nécessaire pour guider la FIFA à l'avenir. À l'international, à présent, le changement est en cours en Argentine. C'est ce jeudi que le nouveau président Mauricio Macri va prêter serment. Il succède ainsi à 12 ans de règne des époux Kirchner, un changement de cap en perspective, puisque M. Macri a notamment promis de libéraliser l'économie, mais aussi de rémiser les pratiques protectionnistes de ses prédécesseurs. Les milieux d'affaires applaudissent l'arrivée au pouvoir du maire de Buenos Aires, qui a remporté la présidentielle à la surprise générale et s'est imposé au second tour de l'élection face à Daniel Scioli, le candidat de la coalition de gauche au pouvoir depuis 2003, remportant ainsi 51,33% des voix contre 48,66% pour M. Scioli. En Argentine, toujours, la présidente sortante Cristina Kirchner a salué hier les milliers de partisans qui étaient réunis, vous le voyez, pour la voir la dernière fois avant qu'elle quitte le pouvoir. Cristina Kirchner qui a effectué 2 mandats de 4 ans après la présidence de son époux. 62 ans, elle ne pouvait pas briguer un 3e mandat consécutif, mais théoriquement, elle pourrait se représenter à nouveau en 2019. Environ une dizaine de chefs d'État sont attendus ce jeudi pour assister à la cérémonie d'investiture de Mauricio Macri. Mardi, rappelons-le, la justice saisie par M. Macri avait tranché un différend sur les modalités de la passation de pouvoir qui avait obligé Mme Kirchner à quitter le palais présidentiel hier mercredi à minuit, forçant ainsi le président du Sénat à assurer l'intérim de la présidence pendant 12 heures avant la cérémonie d'investiture de M. Macri. Et hier soir, Cristina Kirchner a profité de ses adieux pour faire un bilan sur sa présidence. Elle a également fait référence au fait que le président du Sénat ait dû faire l'intérim de la présidence suite au gain de cause de M. Macri. Écoutez. Je veux vous assurer que je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant un président titulaire pendant 12 heures dans mon pays. Nous avons construit cette Argentine avec plus de droits, cette Argentine que nous laissons libérée de dettes comme personne ne l'avait fait avant. Quand Nestor, mon défunt mari, a été investi, mes compatriotes, nous étions nus. Quand Nestor a été investi, on n'avait pas un rond. Aux États-Unis, les réactions sur les propos de Donald Trump continuent de pleuvoir. Des propos dans lesquels le candidat à l'investiture républicaine a proposé lundi de fermer les frontières des États-Unis aux musulmans. Écoutez ces réactions du porte-parole de la Maison-Blanche. Il est suivi d'un professeur de droit. Depuis des mois, la campagne de Donald Trump se situe dans les poubelles de l'histoire. Des slogans vides de sens.
aux mensonges flagrants en passant par les faux cheveux, les propos d'un aboyeur de foire que nous entendons depuis un certain temps maintenant. Ce qu'a dit Donald Trump hier le disqualifie pour être président. Même si la rhétorique de M. Trump est choquante et toxique, elle ne justifie aucun acte de violence. C'est absolument anticonstitutionnel, puisque nos lois demandent au gouvernement de garder sa neutralité en toutes circonstances. On ne peut pas favoriser ou défavoriser une religion en particulier. Or, ce projet de Trump sera clairement en défaveur de la religion musulmane. Si Donald Trump était élu président, ce qui est vraiment hypothétique, alors il faudrait que les deux chambres du Congrès passent une loi interdisant aux musulmans de rentrer dans notre pays. Il ne pourrait jamais faire passer une loi pareille parce que toutes les religions se mobiliseront pour s'y opposer. Comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a une menace politique sur la religion. Je ne pense pas qu'une loi de ce genre ait la moindre chance de passer. Si elle devait passer, je suis sûr à 100% qu'elle serait invalidée, car elle serait anticonstitutionnelle. Cette loi est purement et simplement de la gesticulation de la part de Donald Trump. Nous ne sommes pas dans le réel. On joue sur les peurs, sur la démagogie. On ne parle pas de vraies propositions qui ont la moindre chance de devenir des lois. Les propos de Donald Trump qui font aussi réagir en Grande-Bretagne. Hier, plus de 130 000 personnes avaient signé une pétition afin d'empêcher l'entrée du milliardaire américain dans le pays. Cette sanction populaire va à l'encontre de ses dernières déclarations sur les musulmans, mais aussi sur la radicalisation, selon lui, des quartiers de Londres et de Paris, qu'il qualifie de no-go zone. Écoutez ces réactions de citoyens londoniens. Que ce soit stratégique ou non, on ne peut pas nier que c'est un gros discours de haine. Ça fait qu'alimenter les tensions. J'imagine qu'il essaie de renforcer ou valider les stéréotypes et préjugés que les gens ont, mais c'est répugnant. Je ne suis absolument pas d'accord avec lui, ou toutes les idées qu'il exprime depuis plusieurs mois. C'est un homme incompétent, ignorant et dangereux, et j'espère vraiment qu'il n'ira pas loin aux élections présidentielles. Je vis dans l'est de Londres. Tower Hamlets compte probablement 60% de Bangladais. J'imagine qu'ils sont sûrement quasiment tous musulmans. Ce n'est absolument pas une no-go zone. C'est tout à fait fréquentable. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 10 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.